Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec Victoria Jonathan. Donc tu es la cofondatrice de l'agence franco-chinoise et de production et de promotion des agences culturelles DORS. Donc bonjour Victoria. Bonjour. Déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Donc l'agence franco-chinoise que tu as fondée avec Bérénice Angremy organise des expositions et des événements dans différents champs artistiques, l'art contemporain, la mode, la musique, la danse et la photo. Mais dans cet entretien, nous allons faire un focus particulier sur tes liens avec la photographie. Alors donc pour commencer, pourrais-tu revenir sur ton parcours personnel, donc où as-tu grandi et est-ce que ta famille et ton environnement avaient un lien avec la photographie ? Alors, je suis née à Paris en 1985 et ma famille, mon environnement n'avait pas de lien particulier, je dirais au premier degré avec la photographie. En revanche, j'ai baigné dans un environnement très cinéphile et très lié aux arts en général. Mon père est architecte, sa mère était sculpteur, elle était c'est du côté de mon père une famille plutôt artistique et très engagée politiquement à gauche, et du côté de ma mère une famille de juifs tunisiens immigrés en France dans les années 60. Et donc voilà, donc je suis le fruit de cette union, et j'ai très jeune commencé à m'intéresser à la Chine parce que mes parents s'y intéressaient. Mon père au départ par intérêt politique, donc il était maoïste et il a commencé à apprendre le chinois à Aix-en-Provence dans les années 70. Il a été un des premiers étudiants français en Chine après la réouverture du pays. Et quand il s'est rendu à Pékin pour étudier avec une bourse du gouvernement chinois pendant 2 ans à l'université de Tsinghua, il a été en contact avec le mouvement des étoiles, qui était le premier mouvement d'art contemporain chinois. Et il a à cette occasion publié un des premiers livres sur la scène créative, la scène artistique d'avant-garde chinoise. Ma mère, quant à elle, a commencé à aller en Chine dans les années 70 aussi, parce que c'était son métier, elle était guide accompagnatrice de voyage. Et elle a eu un coup de cœur pour ce pays. Et pour le fait qu'il existe une diaspora, enfin elle voyait plein de similitudes entre les Chinois et sa propre culture juive. Et c'est comme ça qu'elle a de fil en aiguille créé une agence qui s'appelle la Maison de la Chine, qu'elle a voulu comme un lieu de rencontre avec la Chine. Qui commence dans l'agence de voyage. Donc dès le départ, au départ l'agence était à côté du Forum des Halles. Il y avait une petite galerie et elle a exposé au début, dans les années 80-90, des artistes chinois dissidents qui vivaient en France. Par exemple des artistes des étoiles, un photographe comme Gao Bo qui vit en France depuis des années. Et elle a aussi très tôt noué des relations avec de grands photographes qui s'intéressaient à la Chine, et ils avaient une forme d'échange de bons procédés où elle finançait des voyages pour qu'ils puissent aller travailler en Chine. Elle aidait aussi à obtenir des visas parce que elle arrivait à glisser parfois pour des gens dont le travail pouvait être un petit peu sensible du point de vue du consulat chinois. Elle arrivait à glisser des passeports d'artistes ou de journalistes dans des piles de passeports pour touristes pour obtenir un visa. Et donc elle a et en échange, ces photographes lui cédaient les droits d'utilisation de photographie pour ses catalogues de voyage. Et donc elle avait des très très beaux catalogues avec des photographies de Marc Ribou, de Robert van der Hilst, de Yann Lema, donc plutôt des photographes français s'intéressant à la Chine à ce moment-là. Donc voilà, donc je dirais que c'était un peu le tout premier lien avec la photographie et la Chine. Et ensuite, j'ai toujours, depuis mon adolescence,
tous les étés fréquenter les rencontres d'Arles avec beaucoup d'intérêt, à la fois parce que c'était des découvertes photographiques et pour le côté ludique du parcours à travers une ville qui est très belle, qui a une histoire et dont le patrimoine se trouve revivifié par des œuvres contemporaines. Est-ce que tu pourrais revenir sur ta formation et donc sur ta carrière jusqu'à Doors, jusqu'à la création de Doors? J'ai donc fait mes études à Paris. J'ai passé mon bac à Paris en 2002. J'avais commencé à apprendre le chinois au lycée et j'ai fait une prépa Hippocagne-Cagne, voilà, donc des études littéraires assez classiques. Après ça, j'ai fait un master. À l'époque, c'était un DEA de philosophie. Juste après la prépa, juste après ma canne, je suis partie une année en Chine. Je m'étais inscrite en examen final à la fac. Et donc j'ai passé en 2004-2005 une année en Chine qui m'a complètement, ouvert des horizons. C'était quelques années avant les Jeux Olympiques à Pékin. C'était une ville qui était encore très sauvage, en pleine construction, en pleine destruction en même temps. La scène artistique était très expérimental. C'était les tout débuts d'un quartier qui s'appelle 798, qui est un ancien complexe industriel qui a été transformé en quartier artistique. C'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui, Bérénice Angremy, qui avait créé à 798 un des premiers festivals d'art contemporain en Chine. Et donc j'avais un petit peu travaillé pour son festival. Voilà, c'était un lieu 798 qui était assez incroyable où on rencontrait des grands cinéastes, peintres, écrivains de façon très simple, dans une ambiance très bon enfant, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de système déjà il n'y avait quasiment pas de marché en fait en Chine à ce moment-là pour l'art, et il y avait très peu de système il n'y avait pas encore de système de monstration des formes contemporaines. Donc il y avait ce festival qui en était encore à ses balbutiements. Il existait 2-3 galeries à Pékin et à Shanghai. Mais donc voilà, la façon dont l'art se partageait se faisait de façon plus personnelle, dans des cafés, des petites expositions, des appartements, des fêtes, ce genre de choses-là. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai continué à aller très très régulièrement en Chine et à en faire mon sujet d'étude. Donc mes études de philo, je les ai réorientées vers la Chine. J'ai travaillé sur un philosophe contemporain chinois qui s'appelle Mo Zongsan, qui est un néo-confucéen et qui est le traducteur de l'œuvre de Kant en chinois. Et j'ai travaillé aussi sur l'influence de la Chine dans la pensée de Voltaire, donc la Chine dans le siècle des Lumières. Et après ça, j'étais un peu frustrée parce qu'en France, les études de chinois, à l'époque, se faisaient de façon un peu classique et très axée sur la langue, avec des cours de civilisation qui étaient qui étaient dans une approche un peu vieillotte, je trouvais, et pas très orientée vers une approche contemporaine et décloisonnée. Et de l'autre côté, en fac de philo, donc je menais les deux études de front. Et en fac de philo, personne parmi mes profs ne connaissait la Chine. Pour eux, la pensée chinoise, c'était une forme de sagesse, ou comme dit Hegel, l'enfance de la raison. Donc voilà, c'était pas vraiment un objet d'étude honorable ou recevable. Enfin, j'ai quand même eu la chance de tomber sur une directrice de mémoire qui était spécialiste de Kant, avec qui j'ai pu travailler pendant 2 ans. Et donc j'ai après ça été aux États-Unis, à Columbia, à l'université de Columbia à New York, où j'ai fait un master d'études asiatiques. Et donc là, en gros, c'était un master de sciences humaines qui avait pour objet commun la Chine et l'Asie. Et c'était des cours dans différents domaines, quoi. Philo, anthropologie, histoire de l'art, évidemment des cours de langue, etc., etc. Et donc voilà. Et à ce moment-là, j'ai plus travaillé sur le cinéma, les débuts, l'âge d'or du cinéma chinois dans les années 30 à Shanghai. Ah oui, après il faut que je continue. Pardon. Et à New York, j'ai rencontré à la fin de mes études, de façon complètement, par un hasard total, un homme qui s'appelle Stéphane Krasnanski, qui a fondé un collectif de design sonore qui s'appelle Soundwalk.
Et à ce moment-là, moi, ça faisait quelques années que j'avais un job étudiant qui consistait à écrire des guides de voyage. Donc, je faisais ça en Chine et aux États-Unis. Lui avait créé en fait un concept de balade sonore dans des quartiers de New York, de Paris, de différentes villes. Et donc, c'est un peu à travers ce prisme de la balade qu'on a commencé à travailler ensemble. Et voilà, et de fil en aiguille, j'en suis venue à assumer le rôle de productrice de ce collectif. C'était une toute petite structure qui menait des projets artistiques et qui avait besoin de financer ces projets artistiques, donc qui faisait aussi pas mal de projets pour des marques. Et voilà, et on était 4, 5 maxi entre Paris et New York. Moi à Paris, on était 2 à un moment, mais sinon j'étais beaucoup toute seule, donc à 24, 25 ans. Et c'est une approche qui a été extrêmement formatrice pour moi parce que c'était une approche complètement décloisonnée des choses et aussi une forme de liberté parce que c'était quelqu'un qui faisait les projets qu'il avait envie de faire et qui trouvait les moyens de les financer en faisant d'autres projets qui étaient un petit peu plus alimentaires mais qui restaient des projets très très créatifs. Et donc j'ai travaillé pendant 4 ans avec Saint-Wok et on a fait plein de projets passionnants. Aussi bien des spectacles au Centre Pompidou à partir de sons enregistrés dans la mer Méditerranée sur les traces de l'Odyssée d'Ulysse, que des projets aussi autour d'enregistrements sonores dans la maison historique de Louis Vuitton à Asnières. Donc là c'était un projet plus corporate on en a fait tellement que on a fait aussi pas mal de projets avec Philippe Stark. Au moment où Philippe Stark faisait l'hôtel Royal Monceau dans le 17e, on avait fait toute la mise en son de l'hôtel avec plein d'éléments un peu surréalistes où on devait créer des boucles sonores pour les couloirs de l'hôtel, l'ascenseur, en jouant un petit peu sur tous les clichés qui sont liés à ça. Et donc moi c'était ma première vraie expérience professionnelle. Qui a été passionnante et qui était donc plus pas tellement liée à la Chine, ce qui pour moi était un petit peu frustrant et qui était plus du côté du son que de l'image, ce qui était intéressant aussi parce qu'on est dans une époque d'image et donc c'était intéressant d'adopter ce détour-là. Et puis après j'ai travaillé en freelance comme productrice, directrice artistique. J'ai réalisé aussi à ce moment-là des documentaires radio et télé sur la Chine, donc ça m'a permis d'y retourner. J'ai réalisé des documentaires pour France Culture sur la scène créative à Pékin et un documentaire pour la chaîne Voyage. On avait créé aussi un format, c'était un peu le début des documentaires multimédia. On avait créé un des premiers pour France Culture qui s'appelait Pékin sans transition, à l'époque avec Thomas Sauvin qui a créé une archive d'images récupérées dans les poubelles de Pékin. Je sais pas si t'es familière avec ça. Si, je connais. Oui. Il faut que j'explique un petit peu ces trucs. Oui, un petit peu. Okay. Donc voilà. Donc ce projet c'était donc avec Thomas Sauvin qui a créé Beijing Silvermine. C'était les tout débuts de Beijing Silvermine, où Thomas c'était un copain depuis plusieurs années. Il travaillait à Pékin comme correspondant chinois de Archive of Modern Conflict, qui est un fonds photographique d'archives basé à Londres, qui a des rabatteurs comme ça un peu partout dans le monde pour de la photographie vernaculaire et à l'époque de la photographie contemporaine. Et donc Thomas était la personne qui était un petit peu en charge de la Chine. Et qui constituait une collection pour Archive of Modern Conflict et un peu aller à cette école-là et dans cette mouvance-là, il a commencé à s'intéresser, il s'est mis à chercher en fait des négatifs photos et en postant des annonces sur des sites, sur des forums à l'époque, où il demandait de récupérer des négatifs photos, des vieux négatifs photos dont les gens voulaient se séparer. Il est tombé plusieurs fois sur une annonce similaire à la sienne,
Et il s'est décidé un jour à appeler la personne qui postait une annonce similaire à la sienne, et il s'est rendu compte que c'était pas du tout quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'image comme lui, mais un recycleur, donc un monsieur qui voilà, c'est des petits métiers qui existent en Asie, et c'était encore beaucoup le cas en Chine, et c'est d'ailleurs encore le cas, qui rassemble des catégories de produits pour les vendre ensuite, pour les recycler, les vendre à des gens qui peuvent être intéressés par la matière extraite de ce recyclage. Et donc en l'occurrence, c'était un homme qui recyclait des négatifs photos et des radios d'hôpitaux pour en extraire du nitrate d'argent qu'il allait vendre à des labos chimiques. Et donc Thomas est tombé d'accord avec lui sur un accord financier où il s'est mis à lui acheter tout ce qu'il arrivait à rabattre comme négatif. Et c'est comme ça qu'il a progressivement construit une archive photographique argentique de près d'un demi-million d'images qui correspondent à l'argentique populaire chinois, donc en gros du début des années 80 au début des années 2000, ce qui est en gros la période des 30 glorieuses en Chine. Donc on aperçoit à travers ces images de Pékin et de la population pékinoise à Pékin ou ailleurs en Chine, un peu voilà toute cette ouverture du pays, ce développement économique à toute vitesse, etc. Et donc à partir d'images de cette archive, on a créé des formes de cartes postales sonores pour France Culture, où on a retrouvé des lieux qui étaient représentés dans plusieurs images de Beijing Silver Mine. On est allé les filmer, donc à l'époque c'était en 2012, et on avait créé une espèce de petit module en ligne qui permettait de comparer l'avant, l'après, et il y avait aussi tout un accompagnement sonore qui permettait d'être immergé dans ce qu'était devenu ce quartier aujourd'hui. Donc on jouait un peu sur la désynchronisation entre une image d'époque et un son contemporain. Voilà, donc ça c'était un premier projet qui commençait à jouer avec l'image. J'ai peu de temps après ça, c'était peut-être même la même année, participé à un festival de photos créé à l'époque par Bérénice et le centre de photos Three Shadows à Pékin, déjà en lien avec les rencontres d'Arles, qui s'appelait Cao Changji Photo Spring. Et j'avais collaboré à un projet qui s'appelait 24 heures Pékin, qui était à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Didier de Failly, qui avait créé à l'époque un site qui s'appelait photographie.com, qui était un peu le média de référence en ligne à l'époque sur la photographie. Et voilà, et la direction artistique du projet était assurée par Alain Julien. Et le principe, en gros, était d'inviter 24 photographes chinois à photographier Pékin pendant 24 heures. Et on recevait en temps réel ou en quasi temps réel les images qu'ils produisaient. On les traitait en temps réel et on les mettait en ligne sur un site qui s'appelait 24heures.com. Donc c'était comme une espèce d'instantané photographique pendant 24 heures de la ville de Pékin. Donc voilà, donc on n'a pas dormi pendant 24 heures et un peu avant, un peu après. Ça a été voilà l'occasion de collaborer avec 24 photographes chinois que j'ai eu par la suite l'occasion de côtoyer à nouveau dans un cadre de travail et qui ont été plutôt à leur début à ce moment-là. Voilà, et dans 2013, je suis partie à Pékin parce que j'avais vraiment envie d'y vivre à nouveau. J'ai pris l'opportunité d'un poste qui était vacant à l'université de Pékin. Donc je suis partie là-bas et j'ai enseigné pendant 1 an la langue et la civilisation française à des étudiants de première à 4e année de l'université de Pékin, qui est une des meilleures universités du pays. Donc c'était très très intéressant comme expérience. Enfin, j'ai aussi énormément appris en enseignant ma langue et ma culture à ces étudiants. Comme c'était un job qui me laissait pas mal de temps, j'ai à côté de ça travaillé avec un réalisateur chinois et on organisait des projets. On a à ce moment-là organisé une exposition de photos de Jean Pigozzi, qui est une sorte de paparazzo mondain des années 70 à aujourd'hui,
c'est un peu un inventeur du selfie, quoi. C'est voilà, un peu ce courant de photographie 70-80 avec des célébrités. Lui donc adoptant toujours un même format noir et blanc, très flash, et donc toujours lui se situant dans le cadre de l'image. Et après ça, au départ, je pensais juste partir 1 an, et puis j'ai enchaîné en fait. Enfin, j'étais très heureuse à Pékin, et j'ai enchaîné sur un boulot à l'ambassade de France à Pékin, où j'ai retrouvé Bérénice, qui était là-bas attachée culturelle. Moi, j'étais responsable de la communication du service culturel, et ça a été voilà, donc c'était un peu un pas de côté par rapport à ce que j'avais fait avant, mais c'était très intéressant parce que ça m'a permis de comprendre en profondeur le paysage des médias en Chine. Je pense que c'est aussi très intéressant quand on travaille dans ce genre de métier d'être du côté de ce qui peut être le commanditaire ou le décideur. Donc là, en l'occurrence, l'administration française en Chine, enfin en tout cas du côté de l'institution. Du côté aussi de la communication, c'est de plus en plus important aujourd'hui de savoir communiquer autour d'un projet artistique. Et voilà, et j'ai pendant ces années en Chine suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'y passait photographiquement. J'ai fréquenté plusieurs festivals de photos indépendants, les expositions que je pouvais voir, des artistes, et à l'issue de cette expérience à l'ambassade, on a fondé avec Bérénice cette agence qui s'appelle Doors, en sachant qu'on allait tout de suite commencer avec un projet génial qui était les Rencontres d'Arles en Chine, donc un festival créé par les Rencontres d'Arles et le premier musée de photographie chinois qui s'appelle Three Shadows Photography Art Center, qui est basé à Pékin, qui a été créé par un couple de photographes sino-japonais, Jongjong et Inri. Le festival avait été créé en 2015 et on l'a dirigé avec Bérénice pendant 3 éditions, donc de 2017 à 2019. Et c'était également notre premier projet avec Doors, donc c'était un gros morceau avec lequel on commençait. Et ça a été une expérience passionnante. Vous saviez un petit peu qu'est-ce que vous vouliez faire après le festival? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi toutes les deux? Est-ce que vous vouliez accompagner des expositions en Chine? Est-ce que vous aviez déjà une idée, ou alors ça s'est vraiment fait au fur et à mesure des contacts que vous aviez, des projets qui sont arrivés exactement pour Doors? Alors Doors, en fait, on l'a créé parce qu'on a identifié une demande. Après, donc Bérénice, elle, vit en Chine depuis le début des années 2000. Moi, j'y ai beaucoup été depuis les débuts des années 2000, mais j'y ai pas vécu en continu. J'ai vécu donc 2 fois, une fois 1 an, une fois 6 ans. Et on a vraiment pu observer l'évolution à toute vitesse du paysage culturel chinois. Donc je parlais tout à l'heure de mon expérience quand j'étais étudiante à Pékin en 2004-2005, où donc le quartier de 798 était totalement underground. Il y avait très très peu d'endroits où on pouvait voir la création contemporaine, très peu d'endroits où on pouvait voir simplement des expositions. Les expositions qu'on voyait dans les musées chinois étaient complètement poussiéreuses. Quand il s'agissait d'artistes étrangers, c'était vraiment le fait de relations diplomatiques. C'était la France qui payait quasiment pour avoir le droit de montrer ses artistes dans des musées chinois. Et là maintenant, l'espace de 15 ans, mais même en moins de temps que ça a complètement changé. Enfin, c'est devenu un pays où il y a 5000 musées, des expositions comme partout, Team Lab, James Turrell, Cindy Sherman, et un appétit du public, et aussi une volonté des pouvoirs publics, mais aussi des acteurs privés d'avoir des lieux de culture. Et donc nous, on a pendant plusieurs années à l'ambassade assisté à cette évolution du côté chinois, et de l'autre côté la volonté des institutions françaises ou d'acteurs culturels français de travailler en Chine
mais en n'en maîtrisant pas vraiment les codes. Et donc on s'est dit que c'était un bon moment pour créer une agence de terrain qui pourrait marier comme ça des institutions, des artistes, des acteurs culturels français et chinois. Donc c'est comme ça que ça a commencé sur cette intuition-là. Et concrètement avec le projet Timei Arles. Et depuis, donc on a créé l'agence fin 2017. Et depuis, je pense qu'on a eu une bonne intuition. On est ni l'une ni l'autre des entrepreneuses nées. On n'a pas du tout de formation business, mais on avait cette intuition-là au début et les choses se développent de façon un peu organique depuis 3 ans et demi. Certes, dans un pays avec une économie malgré une année comme le Covid-19, comme cette année marquée par le Covid-19, qui reste très très dynamique. Voilà, au carrefour de deux grandes cultures. Donc il y a plein de choses à faire. Est-ce que tu pourrais revenir sur quelques projets et aussi nous expliquer comment vous, toutes les deux, quel est votre duo? Est-ce qu'il y en a une qui est plus, est-ce que tu es plus en charge de la communication ou de la production? Donc revenir sur quelques projets et puis nous dire comment vous répartissez les actions toutes les deux. On fait beaucoup de choses ensemble en fait. Je pense à la fois parce qu'on se connaissait depuis longtemps, qu'on avait les mêmes envies au départ et que là ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble, mais on travaillait déjà ensemble auparavant dans un autre contexte, donc qui était celui de l'ambassade de France. On n'a pas la même formation au départ. Bérénice a une formation d'historienne de l'art plus classique. Elle a fait l'école du Louvre. Elle est en Chine depuis 20 ans. Elle est mariée avec un grand artiste chinois. Elle a une connaissance très très profonde de la scène artistique contemporaine chinoise et de l'histoire de l'art chinois. Moi, c'est plus une connaissance que je me suis faite sur le tas et à travers un parcours moins académique, enfin moins académiquement centré là-dessus, parce que j'ai une formation académique très solide par ailleurs, mais déjà on est une équipe, on est plusieurs, donc il y a Gabriel qui est juste là, qui travaille avec nous. Quand on menait le festival Timei Arles, on était une trentaine, donc voilà, donc on fait pas tout toute seule. Je sais pas si ça répond. Si, c'est ça. Et quels sont un peu les projets? Du coup, il y a eu Timei Arles, et est-ce qu'il y en a eu d'autres, juste pour nous montrer un peu la diversité des projets que vous menez? Alors, donc on a des projets en direction artistique ou en commissariat qui sont plutôt centrés sur la photographie. Notre expertise est plutôt là-dessus, sur la photographie chinoise. Donc Timei Arles, donc quand on a repris le festival, c'était sa 3e édition. Donc il y avait des choses qui avaient été un peu dessinées, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à construire encore. Et nous, je pense qu'on s'en est vraiment saisi comme d'une opportunité pour le public chinois de voir des expositions de photographes occidentaux qui n'avaient jamais été montrées en Chine, y compris des photographes, des grands maîtres de la photographie, comme Meyerowitz ou René Bury. Donc voilà, donc ça c'était il y avait ce côté comme ça un petit peu partage d'une histoire et d'une tradition photographique, et aussi comme d'un laboratoire et d'une plateforme pour la jeune photographie chinoise. Donc dès la première année du festival avait été créé un prix découverte de Timei Arles, et la récompense pour le lauréat ou la lauréate du prix, c'était une somme d'argent qui correspondait à peu près à 25 000 €. Donc c'était un prix qui était quand même très bien doté, et une exposition aux rencontres d'Arles. Donc voilà, pour la plupart des artistes, c'était l'opportunité d'avoir leur première grande expo institutionnelle internationale, et le rencontre d'Arles c'est extrêmement prescripteur, donc ça a été
un vrai accélérateur de carrière pour les lauréats du prix. Donc ça a été voilà très satisfaisant pour nous de pouvoir d'une part dans un festival comme les Rencontres d'Arles partager le talent de photographes chinois qui n'étaient pas là où un public occidental pouvait les attendre. Je pense que voilà, peut-être l'image que un public ici pouvait avoir de la photographie chinoise était un peu resté bloqué sur les années 90 ou sur des images de photographes occidentaux de la Chine, d'une Chine un peu éternelle, etc. Et on a montré des choses qui étaient un peu détonnantes par rapport à ces attentes-là. Et on a pu aussi créer, nous, dès notre arrivée, donc on est toutes les deux des femmes, et dans un pays comme la Chine, enfin partout dans le monde, mais particulièrement dans un pays comme la Chine, le rôle des femmes n'est pas très bien valorisé, et je pense que quand on est dans une position où on a un petit peu le pouvoir de faire changer les choses, il faut essayer d'en profiter. Et donc voilà, une des premières choses qu'on a mises en place, c'était un prix pour les femmes photographes, qui a récompensé plusieurs femmes très talentueuses qui ont également eu l'occasion d'être montrées aux Rencontres d'Arles. Donc je pense par exemple au travail de Go Ingguang qui a ensuite été montré à la MEP, à Pixie Liao, l'année dernière à Luoyang, et on a aussi à Timei Arles mis en place une plateforme qui était dédiée à la photographie asiatique, parce que pour nous ça avait du sens aussi, et c'était aussi la vision du directeur des Rencontres d'Arles à l'époque, Sam Sturze, de créer comme une sorte de petit Rencontre d'Arles en Asie. Et que ce soit voilà une plateforme pour la photographie chinoise, un lieu où on était sûr de voir des expositions de photographes occidentaux venant d'un grand festival, mais aussi une plateforme d'échange avec d'autres scènes photographiques asiatiques. Et donc on a en 2017 créé une partie du programme qui portait le nom Greetings from. Et donc on a commencé la première année avec des photographes sud-coréens. Non, pardon, la première année c'était avec l'Indonésie, la deuxième année avec la Corée du Sud, et en 2019 l'Inde. Et évidemment il y a voilà des similitudes, mais aussi des différences qui sont fécondes pour le public chinois. Donc ça, voilà. Donc Timei Arles, c'était une expérience très complète, disons, parce que c'était une expérience de direction artistique, de commissariat de certaines expositions, de direction de festivals. Donc voilà, c'était chaque année 30 expositions à organiser, à concevoir, à produire, à promouvoir. Il y avait aussi toute la dimension de mécénat, de partenariat, de relations médias autour du festival. Donc ça c'était voilà très très complet. En commissariat plus récemment, donc moi je suis rentrée en France il y a un peu plus d'1 an, et on essaie depuis de développer aussi des projets en France autour de la scène contemporaine chinoise. Et l'été dernier, on a eu la chance de pouvoir dans ce contexte un peu critique, tout de même monter une exposition dans un lieu magnifique en Normandie qui s'appelle l'Abbaye du Miège, qui est un ancien monastère bénédictin qui a été réduit en ruine après la Révolution française et qui a été qualifié au XIXe siècle de plus belle ruine de France. C'est un lieu voilà, qui a inspiré beaucoup d'artistes voilà, du XIXe siècle romantique à Simone de Beauvoir ou Lacan plus récemment. Et ils accueillent depuis quelques années des expositions de photos, et ils nous ont fait une invitation il y a 1 an et demi pour montrer des photographes chinois. Donc on a étant donné la proximité du lieu avec la scène et leur volonté, le cahier des charges c'était de montrer une exposition en lien avec l'identité du lieu. La rivière est un thème récurrent dans la photographie chinoise.
C'est un thème récurrent aussi dans l'histoire de l'art chinois, dans toute la tradition de représentation du paysage, de la peinture de montagne et d'eau. Et donc on a proposé une exposition autour de ça, autour de la rivière en Chine, de la représentation de la rivière en Chine, avec 13 photographes chinois ou travaillant en Chine. Voilà, donc ça c'était un projet plus artistique. On a un deuxième pan de notre activité qui consiste à diffuser des collections ou des expositions de musées français en Chine. Donc on a l'année dernière organisé une grande exposition Picasso en partenariat avec le Musée national Picasso Paris et le musée UCCA à Pékin. Il n'y avait pas eu d'exposition Picasso à Pékin depuis 1983. Voilà, donc ça peut sembler étonnant, et c'est aussi pour ça que nous on a monté cette agence. Mais en Chine, à l'époque où toutes les grandes collections de musées d'art se constituent à travers le monde, le pays était complètement fermé, et il y a très très peu de collections d'art occidental en Chine. Donc aujourd'hui, il y a une volonté des musées chinois de coopérer avec des musées occidentaux pour introduire l'œuvre d'artistes majeurs ou de courants artistiques majeurs à un public local. Et donc voilà, donc ça a été notre premier gros projet comme ça en diffusion, où là c'est un accompagnement des deux institutions dans la mise en place d'un partenariat, et puis ensuite dans l'exécution de l'expo. Qu'est-ce qu'on fait aussi on fait des trucs très différents, quoi. On travaille aussi, on a un travail plus de consulting pour des structures culturelles désireuses de s'implanter en Chine, et au service desquelles on met notre connaissance, notre réseau dans le pays. On travaille aussi avec des marques de luxe, pas forcément dans le domaine de la mode, mais aussi des vins et spiritueux, dans la meilleure connaissance du contexte créatif chinois. Donc on produit des études, ou alors on va pouvoir travailler un petit peu plus sur mesure sur des projets spécifiques menés par ces marques-là en Chine. Et donc toujours dans la volonté d'être en dialogue, de pas simplement importer en Chine des collections ou des festivals français. Enfin, je pense qu'on a oui, effectivement, ces dernières années, il y a eu une explosion des infrastructures, et c'est un pays qui est encore en train d'apprendre à manager des lieux de culture, que ces lieux de culture progressivement apprennent à avoir une identité, une programmation, monter une collection, attirer un public, etc. Et effectivement, en France, on a une expertise hors du commun sur tous ces sujets-là, mais la Chine apprend très très vite, et donc c'est pas une démarche un peu néocoloniale de dire c'est nous qui allons apprendre la vie au musée chinois. Mais je crois que nous on essaye toujours d'avoir une dimension un peu de dialogue et d'échange dans nos projets. Donc c'était complètement le cas pour les rencontres d'Arles. Et nous on essaye de le faire ensuite aussi à notre échelle, quoi. Donc de faire aussi mieux connaître à un public français la scène artistique chinoise. Et donc là on a pour projet dans les prochains mois une exposition à Lille au musée de l'Hospice Comtesse, qui est une exposition sur le design, sur l'art et le design chinois, donc qui part. Le point de départ, c'est la vision de l'objet dans la Chine, dans la tradition chinoise, dans la tradition des lettrés, et la façon dont aujourd'hui il existe des résurgences de cet esprit des lettrés et de sa vision de l'objet dans l'art et dans le design contemporain. Donc ça, c'est une expo qui aurait dû être montrée en 2020 dans le cadre de Lille, capitale mondiale du design, et qui est montrée ce printemps au musée de l'Hospice Comtesse. Selon toi, est-ce que tu vois des différences dans la photographie contemporaine entre la Chine et la France? Est-ce qu'il y a des différences que tu as pu remarquer dans ces dernières années dans la jeune création
entre la photographie contemporaine chinoise et la photographie contemporaine française. Oui, alors déjà, je crois que en Chine, il y a une approche beaucoup moins complexée. Nous, donc chaque année à Timei Arles, on montrait 10 talents éligibles au prix découverte du festival, donc qui étaient des photographes assez jeunes, quoi, disons moins de 40-45 ans. Et ouais, ils avaient pour particularité, pas tous hein, évidemment, mais d'être dans une approche complètement décloisonnée du médium, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vu en travaillant sur l'année indienne en 2019, où en anglais on dit plus lens-based practices que photographie. Et par exemple en 2018, le lauréat du festival Timei Arles, c'était un artiste qui s'appelle Lei Lei, qui à l'origine est un illustrateur et un artiste vidéo, et qui travaille pas, enfin qui participait à un festival de photographie, mais son exposition c'était pas des photographies produites avec un appareil photo, c'est-à-dire que c'est pas un artiste, voilà, un photographe au sens classique du terme, qui regarde dans son objectif, qui appuie et qui expose des photos sur des murs. Voilà, des tirages encadrés sur des murs. Il avait produit pour le festival une œuvre qui s'appelait Weekend, qui était une sorte de recyclage de photos vernaculaires, de photos extraites de catalogues qu'il avait feuilleté enfant, qui appartenaient à ses parents, qui traînaient dans son salon, de photos personnelles. Et il a son propos était de dire qu'on était dans une époque où on produisait tellement d'images qu'il n'était pas nécessaire d'en produire davantage, mais que voilà, lui son objectif c'était avec cette œuvre-là de recycler des images et de leur donner une nouvelle signification en les collant. Donc voilà, je trouve que par rapport à ce qu'on peut voir, alors c'est pas forcément le travail des photographes, c'est peut-être aussi la vision institutionnelle de la photographie, que c'est voilà, qu'en Chine on avait des propositions de jeunes artistes qui étaient moins timides par rapport qui étaient assez intrépides par rapport au format. Je pense que évidemment la censure joue un rôle important, que quand on crée en Chine, on sait qu'il y a des choses qui vont pouvoir être montrées et d'autres non. Donc c'est pas forcément un frein au moment de la création, mais c'est un frein au moment de l'exposition. Et donc voilà, donc on est en Occident, enfin dans des démocraties relativement complètement privilégiées par rapport à l'acte de créer et de montrer un travail créatif. Et en Chine, évidemment, voilà, c'est une préoccupation qu'ont en tête les jeunes artistes, et ça se ressent aussi dans un travail. Et tu trouves que la censure est de plus en plus importante dans la photographie chinoise ? Ou est-ce que ils vivent avec, enfin, est-ce que tu vois une évolution aussi ? Bah, ça dépend de plus en plus par rapport à quand on se situe. Puisque en gros jusqu'aux années 80, la photographie en Chine, c'était de la fin des années 40 à la fin des années 70, c'était uniquement un médium de propagande. Donc très peu de gens avaient un appareil photo, et il fallait être assermenté photographe officiel par le gouvernement, et donc la production photographique de toute cette période-là n'est pas une production artistique, ou c'est une production artistique forcément idéologique. Et c'est d'ailleurs une des obsessions artistiques de photographes des années 90 et 2000 que de recycler cette imagerie-là de propagande, notamment de la révolution culturelle. Ensuite, voilà, donc si on compare par rapport à cette période, on est plutôt dans un esprit moins censurant. Si on compare par rapport à il y a 10 ans, ouais, il y a plus de censure.
Évidemment, depuis 2012, depuis l'arrivée de Xi Jinping, il y a une image de la Chine qui est plus maîtrisée, aussi une prise en compte du fait que l'art, la culture pouvait être un soft power et que ça pouvait être utilisé voilà, comme tel pour affirmer une certaine image acceptable de ce qu'est la Chine aujourd'hui. Ensuite, au niveau de l'organisation d'un festival ou d'une exposition, la censure en Chine, c'est pas du tout quelque chose de monolithique. Donc c'est pas voilà, on n'a pas un canon auquel se référer avec des règles très précises qui permettent de délimiter ce que l'on peut ou ce que l'on ne peut pas montrer. Donc ça dépend du moment, de l'année, du moment dans l'année, du lieu où on se trouve, des interlocuteurs que l'on a. Et je dirais que c'est d'autant plus pernicieux qu'on est justement dans une interprétation de ce qui ne peut ou ne peut pas être montré, plutôt que voilà une affirmation très précise de critères. Nous, au niveau du festival, on a pu voir par exemple en 2019, qui était une année anniversaire, parce que c'était les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, que c'était l'anniversaire de Tiananmen en 89, donc il y avait voilà plusieurs anniversaires, l'anniversaire aussi du début des réformes d'ouverture de Deng Xiaoping. Donc c'était une année qui était très sensible politiquement et donc culturellement. Et par exemple, on a voulu montrer cette année-là une exposition des rencontres d'art qui s'appelait Les Corps Impatients, qui avait été conçue par une commissaire d'exposition qui s'appelle Sonia De Vos et qui rassemblait plusieurs dizaines de photographes est-allemands des années 80. Donc c'était vraiment une vision de l'Allemagne de l'Est et des expérimentations autour du médium photographique avant la chute du mur, et le fait que le sujet soit un pays communiste avant la chute d'un régime communiste, l'année 1989. Tout ça a été des énormes warnings pour le bureau de la culture locale, et on n'a pas pu faire cette exposition par exemple. Et je pense que l'année d'avant on aurait pu la faire, probablement. Ouais, compliqué de jongler entre... Ouais, c'est toujours... Ensuite, faut essayer, quoi. C'est pour ça que... il y a toujours une forme d'autocensure quand on travaille en Chine, mais il faut essayer de pas se laisser piéger par soi-même dans l'autocensure, et puis d'essayer des choses face aux censeurs. Et je pense qu'en ça, le fait d'être des étrangères en Chine nous donne une petite marge de manœuvre, parce qu'on peut toujours un peu jouer sur notre naïveté ou notre méconnaissance du pays. On peut un peu jouer les ingénus aussi par rapport à ça. Et donc ça nous a pas mal aidé. Et c'est aussi ce qui rend l'organisation d'un festival comme Timei Arts, ou au sens plus large d'événements artistiques en Chine, c'est que c'est un environnement où plus que jamais l'art, la culture sont politiques, et on crée avec les expositions des espaces de liberté où le public peut entrer en contact avec des œuvres, des pensées parfois qui ne sont pas celles assénées par un gouvernement autoritaire. Est-ce que tu as des passions qui ne sont pas liées à ton travail? Est-ce que sportive, intellectuelle, lecture, voilà. Est-ce que tu aurais des passions du coup qui te nourrissent? Je pense que la chance d'avoir sa propre agence, sa propre activité, c'est de pouvoir mettre ses passions aussi dans son travail. Donc les sujets les sujets qui m'intéressent, j'arrive à les intégrer à ma pratique professionnelle. Donc c'est une chance. Donc le rôle des femmes, le rôle de l'art,
Voilà, c'est un petit peu grandiloquent dit comme ça, mais voilà, j'essaie autant que possible de les mettre en œuvre, de les explorer, des thèmes qui m'intéressent aussi. Par exemple, dans mon intérêt pour la Chine, je pense qu'il y a un questionnement très fort par rapport à la question de la mémoire et qui est toujours pas résolu pour moi, le fait que voilà, un pays, une culture qui a vécu un siècle passé tellement empli de traumatismes puisse sa capacité de résilience, sa capacité d'amnésie aussi par rapport à ça, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup et c'est ce qui fait que je m'intéresse énormément à l'évolution de ce pays et ce que les artistes ont à dire par rapport à cette évolution. Est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui se lancent là? Est-ce que tu aurais, vu ton expérience, des choses que tu pourrais conseiller? Bah déjà, voyager. Je pense que faire des résidences d'artistes à l'étranger, c'est génial, quoi, et qu'on n'a pas besoin d'être forcément un artiste très établi, très en vue pour être éligible à ce type de programme. En Chine, il y a un site internet qui s'appelle China Residencies, qui a été créé par une jeune fille qui s'appelle Kira Simon Kennedy, qui recense toutes les résidences d'artistes en Chine. Et donc voilà, moi je trouve que c'est personnellement c'est un pays qui m'a appris énormément de choses et que il s'y joue des choses de notre modernité de façon accélérée, chaotique, et je pense que là l'année passée nous l'a aussi montré. Ouais, moi je trouve que c'est voyager, se mettre au contact de cultures radicalement différentes de la nôtre et qui en même temps ont quelque chose à nous dire de notre époque, comme la Chine. Et aussi ne pas hésiter à transmettre son travail. Nous on reçoit régulièrement des messages via Instagram ou via la boîte mail de notre site de jeunes artistes qui partagent leur travail. On les lit, quoi, on regarde. Donc c'est pas toujours adapté à des projets qu'on pourrait vouloir montrer, mais voilà, il faut oser pousser les portes, quoi. Partager. Super, et je pense qu'on a fait le tour. Merci très beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Merci Marine. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!